C'est un président français qui a donc maille à partir avec son propre parlement où il est d'ailleurs en minorité, donc en panne, on va dire, d'inspiration politique. Il tente de sauver ce qui a lieu d'être en allant donc auprès de certains pays africains depuis le début de son second mandat qu'il a d'ailleurs démarré par les pays au sud, c'est-à-dire le Cameroun et d'autres. Une visite de tous les dangers du côté donc de l'Algérie où les accords divers ont été d'ailleurs signés. Un accord de partenariat, dit-on, renouvelé entre la France et l'Algérie a été signé. On va tout d'abord apprécier l'accueil réservé au président français Emmanuel Macron en terre, en sol algérien, et après on vous reviendra pour avoir la teneur et la quintessence de cette visite à votre niveau, Madame Linda Larbaoui. De regarder en face ce passé avec beaucoup d'humilité, de volonté de vérité, de mémoire et d'histoire, et pas de nous débarrasser de ce passé, parce que c'est impossible. Ce sont des vies, ce sont nos histoires, mais de faire que ce passé soit un commun et pas quelque chose qui nous empêche. Nous en avons longuement parlé une fois encore, et nous avons demandé à nos ministres et nos équipes de pouvoir finaliser d'ici à la fin de cette visite l'écriture exacte de ce que nous avons acté, mais je crois pouvoir ici dire que nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble nous mandaterions une commission mixte d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, du début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important. C'est un élément important parce que ce que nous voulons faire ensemble, c'est bâtir l'avenir. Le passé, nous ne l'avons pas choisi. Nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir, pour nous-mêmes et nos jeunesses. Et pour moi, c'est l'un des objectifs essentiels de ce voyage, de ces échanges, et de ce que je souhaite que nous puissions conduire ensemble, pas simplement ces jours-ci, mais pour les années qui viennent. Et bâtir l'avenir, c'est décider de regarder ensemble nos défis, et de tout faire pour apporter ensemble les réponses, pour que nous aidions la jeunesse algérienne, la jeunesse française à réussir. Nos jeunesses chacune dans leur pays, nos jeunesses de part et d'autre quand elles décident d'embrasser les deux rives de la Méditerranée, nos jeunesses quand elles sont binationales ou héritières aussi de cette histoire, quelle qu'en soit la forme. Sur la question des mobilités de la circulation, nous avons pris des décisions, là aussi, et nous allons ensemble travailler pour pouvoir traiter les sujets plus sensibles de sécurité, mais qui ne doivent pas empêcher de développer et de déployer une mobilité choisie pour nos artistes, nos sportifs, nos entrepreneurs, nos universitaires, nos scientifiques, nos associatifs, nos responsables politiques, permettant justement d'une rive l'autre de la Méditerranée de bâtir davantage de projets communs. Et ce pacte nouveau pour nos jeunesses, c'est celui que j'essaierai à vos côtés de développer durant ces 2 jours, et celui que je veux que nous puissions bâtir sur les questions d'économie, d'innovation, de recherche, de culture, de sport, entre justement nos jeunesses, nos talents, et y compris quand ces talents sont partagés. Ce faisant, plusieurs éléments seront au cœur de nos travaux. D'abord, donc, clarifier, simplifier notre cadre de mobilité l'un et l'autre, et je crois que nous avons dessiné des lignes claires. Avancer sur les travaux sur notre industrie, notre recherche, nos hydrocarbures, nos métaux rares. Et pouvoir avancer sur des sujets d'innovation que nos jeunesses aspirent à défricher, sur lesquels nous souhaitons aller plus vite et plus fort. Je ne serai pas exclusif, j'en vois au moins 2. Le premier, c'est le numérique. Le deuxième, c'est la création cinématographique. Le numérique, parce que nos jeunesses s'aspirent à ces métiers. Vous avez énormément de talents, nous en avons aussi, beaucoup de nos binationaux ont ces talents. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions développer ensemble, justement, un projet de création d'un incubateur de start-up
agréger des soutiens du secteur privé, connecter. De la visite du président Emmanuel Macron en Algérie, une sortie qui a laissé des traces, mais surtout des squelettes. Et là, on va véritablement monter d'un cran dans la lecture géopolitique avant de vous retrouver Linda Larbaye, puisqu'il y a ce communiqué de la République, du ministère des Affaires étrangères de Turquie qui réagit au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie avec des propos discourtois tenus à l'endroit de l'action turque. Je vais lire ce communiqué avant de vous retrouver, Madame Nida Larbaye, communiqué 23 du 27 août 2022, déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tanju Biljik, en réponse donc à une question concernant la déclaration du président français Emmanuel Macron visant notre pays. Eh bien, le communiqué dit, je cite, il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron, qui fait des déclarations visant la Turquie ainsi que d'autres pays lors de sa visite en Algérie. Il est inacceptable que le président français Emmanuel Macron, ayant du mal à affronter son passé colonial en Afrique, notamment en Algérie, tente de s'en débarrasser en lançant des accusations contre d'autres pays, dont la Turquie. La Turquie qui prône l'amitié plutôt que l'hostilité et qui figure parmi les partenaires stratégiques de l'Union africaine, développe jour après jour, eh bien, ces relations avec l'Algérie et d'autres pays du continent africain. Eh bien, c'est avec le continent africain, ces relations fondées sur la confiance mutuelle et le principe du gagnant à gagnant progressent dans le respect de la volonté des pays eux-mêmes. Si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, eh bien, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ses pratiques à travers des méthodes différentes, et elle devrait essayer de les réparer. Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par des activités des pays tierces plutôt que d'affronter et de résoudre les problèmes liés à son propre passé, c'est non seulement un déni des faits sociologique et de l'histoire, mais reflète également la mentalité déformée de certains hommes politiques. Nous espérons que la France atteindra donc le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d'autres pays, y compris le nôtre, parlant de la Turquie. Madame Nida Larbaye, quand on a compris, je vous vois sourire, quand on a eu ce communiqué, il est plus que clair que la présence de la France, comme ça a été le cas au Cameroun et dans plusieurs pays africains lors de sa récente tournée, visait ou alors Emmanuel Macron a tenté de discréditer les partenaires immédiats du continent africain aujourd'hui, la Russie, la Chine, mais aussi la Turquie aujourd'hui. Eh ben, comme il a essayé de discréditer Monsieur Tebboune quand il a été élu, eh ben, on a eu Macron qui est sorti pour nous dire qu'il fallait passer à une période de transition, et il était pour la période de transition, et il a été très loin dans ses propos en disant que Monsieur Tebboune a été élu avec un score très très bas, mais bien sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas voter à l'époque, ils savaient pas trop, et comme Monsieur Tebboune avait auparavant été dans l'ancien gouvernement, donc beaucoup de hiérarchistes avaient peur justement qu'ils ne réagissent pas dans le bon sens, donc ils se sont abstenus. Donc Macron a fait la guerre au Irak, et il a fait la guerre aussi à Monsieur Tebboune, donc c'est pareil. Moi, ce que j'aurais répondu, malheureusement, je ne suis pas à la place du ministre turc. Moi, ce que je lui aurais répondu, j'aurais dit, il faut pas oublier que c'est Souleymane le Magnifique qui a fait la France. La France était tout le temps opprimée par les Italiens et les Espagnols à l'époque,
l'empire, le royaume d'Espagne était très puissant. Et puis il y a aussi la couronne d'Angleterre qui était puissante. Et donc, les Français étaient enclavés en Méditerranée. Et c'est une fois que le roi de France, à l'époque, avait fait une alliance avec Sulayman le Magnifique, qu'on lui a foutu la paix, et on a laissé sa flotte sortir et on les a laissés pêcher pour qu'ils puissent manger. Souvent, on travestit l'histoire. Et ce qui est dommage, c'est que à l'école, en France, on n'apprend pas l'histoire, la véritable histoire de France. C'est ça que j'aurais répondu. Maintenant, la Turquie, quand M. Tebboune a été élu, juste après la première visite qu'il a eue d'un homologue, c'était M. Erdogan qui est venu en Algérie. Et puis, il y a aussi, au moment où Macron insistait pour qu'il aille en Algérie, et sa visite a été repoussée plusieurs fois, c'est M. Tebboune qui est parti en Turquie et il a reçu un accueil très chaleureux. Nous avons un passé commun avec ce qui est la Turquie aujourd'hui, ce qui reste de l'Empire ottoman, tout en disant quand même que la régence d'Alger était souveraine. Elle avait sa propre monnaie, elle avait son propre drapeau, et puis, mais ce qu'il y a, c'était la khilafa à l'époque, le calife. Tous les musulmans devaient se tourner vers le calife. Ce n'était pas une occupation. Les Turcs n'ont pas occupé ce qui est l'Algérie aujourd'hui, la région d'Alger. Ça, c'est que je l'explique. Maintenant, ce que j'ai relevé, moi, donc, ce que Macron a dit, et il m'a fait rire, quand il a dit nos hydrocarbures. Nos hydrocarbures. Monsieur Macron, peut-être qu'il confond, hein, il ne sait pas que les hydrocarbures ont été nationalisés depuis l'époque de Boumedienne, paix à son âme d'ailleurs, il a été empoisonné pour ça. Il ne sait peut-être pas que la Sonatrach, ce n'est pas Total Énergie quand il dit nos hydrocarbures. Il parle aussi de la mobilité. Tout à l'heure, j'ai parlé de pas mal de ce que la France n'a pas respecté. Normalement, l'Algérien n'est pas soumis au visa, il n'est pas soumis. Il y a les accords de 1968 entre l'Algérie et la France et la mobilité entre les deux pays. Mais comme la France refusait que le français lambda puisse venir en Afrique, donc elle a fermé porte, seulement l'Algérien, elle n'a pas respecté ces accords et elle nous a instauré le visa. Donc il y a déjà ça. Et je voudrais revenir sur quelque chose rapidement pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Moi, je n'ai pas dit que le gouvernement malien doit négocier. Je voulais revenir là-dessus. J'ai expliqué tout simplement que la France, peut-être qu'elle allait proposer de négocier. C'est tout. Mais je peux pas donner un avis concernant nos amis maliens. Ils sont libres, ils savent ce qu'ils doivent faire. Tout comme les Algériens d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que notre président est revenu aux accords de 2000, que la France n'a pas respecté. On ne peut pas avoir confiance. Aujourd'hui, il y a tellement eu de choses avec ce pays. Et puis, on nous a tellement fait du mal qu'on n'a plus confiance. Cette jeunesse n'a plus confiance. Ma jeunesse à moi, eh ben, on était dans un rêve. Ça s'est transformé en cauchemar avec le FIDA qui a été créé par la France et protégé par la France. Et jusqu'à présent, Morad Dina, membre fondateur du FIDA, il est en France, il est protégé. Donc, comment voulez-vous que Macron... Ce n'est pas possible, il peut ouvrir les archives. Mais quelle archive va-t-il ouvrir? Il y a des archives où c'est marqué dessus, top secret, et c'est ça les archives que nous réclamons. Quand on nous dit, De Gaulle dit qu'il a laissé 144 000 espions en Algérie, à qui on a changé les identités, tout ça. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a beaucoup de dossiers avec la France. Je vais peut-être vous faire rire. Quand la France est arrivée,
nous étions des Orientaux, où nous avions du thé qu'on buvait l'après-midi, tout ça. Il y avait un modèle de théière qui existait depuis très longtemps. Jusqu'à la théière, il y a un colon qui a il l'a déposé, il a déposé le brevet, c'est devenu une marque déposée et l'Algérien ne pouvait plus la fabriquer. La limonade qui est Hamoud Bou'la, la France nous l'a piqué. Orangina, c'est un produit algérien. Ils nous ont fait la guerre sur tous les fronts, sur tous les fronts. Ça va du savon de Marseille, c'est le savon d'Alep. Ce n'est pas du savon de Marseille. L'autre colonne, c'est venu de Blida. Ils nous ont fait la guerre sur tous les fronts. Et aujourd'hui, j'entends Macron dire nos hydrocarbures. Quel hydrocarbure, monsieur Macron? Le Sahara est algérien. C'est comme le nord du Mali est malien. Ils ont tendance à oublier ces endocolons. Ils ont tendance à oublier que c'est fini ce que notre aîné disait tout à l'heure. Normalement, c'est terminé la colonisation. Mais non, ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore des endocolons. Ils nous ont laissé des traîtres. Ils ont changé des identités à des gens qui sont encore parmi nous et qui travaillent pour eux. Et même plus que ça, quand je reprends un discours de Modibo Keïta, paix à son âme, et Boubedienne il l'a repris en 74 aux Nations Unies pour dire, ben justement, les Nations Unies, c'est un monde qui a été créé et aujourd'hui on le subit, on nous l'impose. Donc c'est ça. Et Macron, il fait partie de la France, donc le pays qui a le droit du veto. On a accordé à la France ce droit. Pourquoi? Parce que justement, il y a les Africains qui sont là et qui parlent français, et puis on peut les piller. Mais j'aimerais aussi dire une chose qui n'a peut-être rien à voir avec tout ça. Quand on parle de nègres, de maisons, quand on parle, c'est très difficile peut-être d'être noir, mais c'est très difficile d'être entre les deux. Nous, l'Afrique du Nord nous ne sommes pas considérés comme des blancs, et pendant longtemps, on n'était même pas considérés comme des Africains. C'est maintenant que le panafricanien, donc on n'est même pas considéré, on n'est pas des Noirs on est entre les deux. Mais nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Nord-Africains. Et c'est très très difficile de porter tout ça. C'est même difficile que d'être noir. Ça, je voulais le dire. Et je le dis tous les jours. Merci. Merci infiniment à vous, Madame Linda Larbaoui, d'apporter toutes ces précisions. Doyen, avant de vous revenir, puisqu'on vous donnait un temps conséquent tout à l'heure pour pouvoir dérouler, je vous donne la parole, le général Issa Diawara. Il est, ça fait plus l'ombre d'aucun doute, les visites du président Emmanuel Macron sur le continent africain, ces dernières visites, on va le dire ainsi, visaient, est-ce qu'on peut le dire, simplement on dit visait à discréditer les partenaires sérieux qui se positionnent aujourd'hui en faveur du continent africain. Merci bien. Monsieur Fabrice Ndoum, vous analysez la tournée de monsieur Emmanuel Macron dans chaque pays, en tout cas africain. Vous allez retenir peut-être 3 points essentiels qui dégagent de chaque rencontre. 2 points reviennent régulièrement. Le Mali, la Russie. Le Mali, la Russie. Quand il est allé au Cameroun, il ne s'est pas empêché de parler de la Russie avant que le président Paul Biya ne le ridiculise. Et quand il est allé au Bénin, la même chose. Quand il est allé en Guinée-Bissau, la même chose. Quand il part en Algérie, même que le Mali ne soit pas présent, il doit parler du Mali. Il a la hantise des 2 pays dans le monde. Les Mali. Et par le Mali, les panafricanismes, les panafricains. N'oubliez pas qu'il y a un journaliste, en tout cas il y a des officiels français qui menacent, qui intiment l'Africain aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, d'abord, il a la hantise. Il est hanté.
encore les ancêtres, les gens qui ont été massacrés en Afrique, leurs fantômes sont en train d'harceler M. Macron et son clan. Ça, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas faire des milliers. Beaucoup ne le savent pas. Hein. D'une seule bataille au Mali ici, après le Moussagou-Siré, lorsqu'ils ont affronté les troupes d'Amadou Tall, nous avons perdu 9000 hommes en une seule bataille. 9000 hommes. Vous ne pensez pas que c'était un génocide? Tellement les armes étaient disproportionnées. Nos ancêtres ne sont pas rendus. Il est allé en Algérie pour 3 points. Le Mali, la Russie, crise énergétique est en train de secouer l'Europe. Parce que l'Europe a eu le kilo de s'affronter à la grande Russie. Plus de 17 millions de kilomètres carrés. Plus de 40 fois la superficie de France. La Russie, pourtant, la France a eu le kilo, l'Europe a eu le kilo de s'attaquer à la Russie et l'Europe est en train de se casser les dents aujourd'hui. L'Europe est en train de se casser les dents. Résultat, maintenant, c'est quoi? Il faut courir partout dans le monde. Il faut accélérer. L'Afrique est une réserve mondiale. Il faut l'exploitation de l'énergie au niveau de l'Afrique. C'est maintenant que nous autres Africains, même nous savons qu'il y a beaucoup de gaz en Afrique. On savait que l'Afrique était riche. Mais à un tel point, c'est maintenant que nous découvrons. Quand ces gens-là ont partagé l'Afrique en 1885, ils nous avaient caché les cartes géologiques réelles de l'Afrique. Ils ont exploré, ils connaissaient l'Afrique depuis. C'est-à-dire qu'ils ont découvert ces choses. Ça fait des siècles. Ils l'ont caché aux Africains. Au même moment, quelle est l'image, le cliché qu'ils ont tenté au monde entier? C'est le cliché d'une Afrique où il y a la famine et que les ONG occidentales doivent venir dépanner. Ils ont présenté quel autre cliché? Le cliché où des gens entrés. Mais mon Dieu, les armes qui sont utilisées dans des guerres en Afrique, ce sont des armes qui sont fabriquées par des Africains. Non, les rebelles ont des armes. Donc je reviens, je dis, il faut retenir 3 points. L'énergie, le Mali, la Russie. L'énergie, j'ai expliqué, c'est parce que l'Europe s'est cassé les dents face à ci. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis se précipitent pour vendre leur gaz de schiste, leur gaz liquéfié. Deuxième point, le Mali. C'est pourquoi il faut vite rappeler à mon très cher frère, Président Bandakani, je pense reposer-vous sur certaines questions. Vous avez des milliers de Bandakani, des milliers de professeurs Mélène. Vous avez formé, il y a beaucoup de milliers de jeunes qui vous suivent. Il y a des questions sur lesquelles nous pouvons très très bien répondre. Et je réponds par quoi il n'y a pas une question Touareg au Mali. La question Touareg, c'est dans l'imagination de la France. C'est comme si nous, on dit qu'il y a une question en France et que le Mali va aller armer les Corses pour déstabiliser le train central de la France. Nous, on va le faire. On va armer les Corses et on va chanter aux yeux du monde que les Corses sont une minorité qui sont marginalisées en France. On va le faire. Nous irons aider les Catalans en Espagne. Nous allons dire que les Catalans, c'est une minorité qui sont marginalisés en Europe. Donc nous allons les appuyer. C'est ce que l'Europe veut. Il n'y a pas de questions Touareg au Mali. Il n'y a que des questions maliennes au Mali. Que les choses soient très claires. Ça ne donne raison à aucun pays de vouloir s'agripper, déstabiliser le Mali et justifier cela par une question. Vous dites les Touareg. Mais Mohamed Abousman intervient fréquemment sur Africa. Il est membre du CNT. Mais c'est un Touareg là. C'est un Touareg. Le général Eladj Gamou, c'est un Touareg qui se bat aujourd'hui pour l'unité du Mali. Pourquoi la France passe cet homme sous silence? Et je vais vous rappeler, en 2014, le général Gamou, à la tête de ce qu'on appelle ici Gatia, groupement d'autodéfense des Touaregs, Imgad et alliés. Le général Gamou a voulu prendre la ville de Kidal aux fameux Touaregs mercenaires que la France a armés. C'est un militaire qui et Serval qui ont tracé un rideau de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal pour empêcher le général Gamou de prendre la ville de Kidal. Parce qu'il dit qu'il est Touareg, lui il n'est pas d'accord avec ce que la France a de fabriquer. Résultat, c'est sous sanction internationale. On ne peut pas nous faire de la masturbation intellectuelle. C'est quoi cette histoire? Deuxième, autre point. On dit la colonisation, c'est du passé, c'est autre. Et que ce qui se passe, les Touaregs, c'est une raison culturelle. Est-ce que la France a épargné quelle ethnie en Afrique? Quel peuple en Afrique? Parce que ce peuple
avait une culture. Ça existait. Nous autres, là, quand la France disait venir nous civiliser, nous n'étions pas civilisés mieux que l'Europe. Quand nous, on construisait les pyramides en Égypte, qu'est-ce que l'Europe construisait? Quand nous, on avait des prophètes ici en Afrique, qu'est-ce que l'Europe avait? Ce n'est pas le moment d'essayer de nous faire des cours d'histoire. Nous savons que l'histoire a été falsifiée. Nous avons lu, nous avons mené nos propres recherches. Donc, quand mon frère parle de l'avenir, bien sûr, il y aura l'avenir. Mais sachez, vous jeunes de l'Europe, sachez que si vous voulez un avenir avec nous, sachez qu'il n'y a pas de civilisation universelle. Il n'y aura d'avenir que quand vous allez nous accepter avec nos civilisations, avec notre manière de vivre. Dans votre civilisation là-bas, vous avez pris des textes où un enfant peut conduire son papa en prison. Dans votre civilisation là-bas, vous avez pris des textes où un homme peut épouser un autre homme. Dans votre civilisation là-bas, vous êtes carrément sur du matériel où la femme peut épouser la femme. Mais respectez-nous aussi notre civilisation. Nous avons une civilisation. Ne nous imposez pas une civilisation d'un visage caché de ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, cela doit casser nous, notre manière de vivre. Nous sommes civilisés, nous sommes des peuples, nous demandons tout simplement qu'on nous respecte. Nous ne vous demandons pas d'abandonner vos cultures. Nous ne vous demandons pas d'abandonner vos langues. Nous ne traitons pas votre langue de sifflement de serpent comme vous le traitez, comme vous traitez. Pourquoi empêcher, en tout cas, les peuples d'Afrique de s'émerger? Comprenez qu'il n'y aura à venir que quand les ressources africaines appartiendront réellement à l'Afrique. Ce qui se passe, c'est cruel. Vous autres dénoncez cela. Vous venez dans la maison de quelqu'un, vous volez tout, vous apportez tout chez vous, vous appauvrissez ces peuples. Et quand ces enfants prennent le risque de se jeter à la mer pour aller chez vous, vous les appelez d'immigrés clandestins, vous les faites noyer dans la mer, dans les océans. C'est pas un crime ça. Si les Africains aujourd'hui décident d'être des immigrés là-bas, clandestins, c'est parce que vous ne les laissez aucun choix. Même ceux qui sont restés en Afrique qui veulent se battre, encore vous nous imposez des gens comme les Bazoum, vous nous imposez des gens comme les Ouattara, qui sont dans leur troisième mandat anticonstitutionnel. Vous enlevez le président Gbagbo d'un palais pour imposer un autre homme. Comment vous voulez qu'on vous laisse tranquille dans ces cas? Si vous ne voulez plus d'immigrés là-bas, si vous ne voulez plus de gens là-bas, je vous en prie, rapatriez simplement les ressources africaines, rapatriez tout ce qui nous a été volé, tous les fers avec lesquels on a fabriqué le métro, les trains, tout ce avec quoi on a fabriqué le palais de l'Élysée, rapatrier les ressources africaines, rapatrier les Africains avec les ressources africaines, on est quitte. À ce moment, nous allons décider d'un avenir commun. L'Europe a dit ici sur le toit du monde qu'on ne peut plus recevoir davantage de réfugiés. Mais la crise ukrainienne, l'Europe a reçu plus de 5 millions de réfugiés. Les Ukrainiens sont-ils plus humains que nous? Nous autres, des Africains, des Noirs? Quelle injustice ça! Et vous voulez un avenir commun dans ça? On construit un avenir commun sur des bases solides. Monsieur Jonathan, monsieur Fabrice Doum, je finis au niveau du troisième point, la question de la Russie. La question de la Russie, c'est une question qui devient entière pour Macron. J'accepte ce que mon frère français a si bien dit. Ce sont des oligarques aussi. Parce que Macron, en réalité, c'est un homme qui a été recruté comme Zelensky. Comprenez que ce sont des gens qui obéissent à d'autres agendas. Ils ont été recrutés, ils travaillent pour d'autres comptes. Nous savons ce que Macron en Afrique, en réalité, il se bat pour Bolloré. Macron en Afrique, il se bat pour d'autres entreprises où il est en train de marger. Puisqu'il a du mal à détourner les impôts ou les taxes de ses concitoyens là-bas, donc il faut se cacher derrière des entreprises écrites ici en Afrique. C'est pourquoi vous avez toutes ces saloperies en Afrique. C'est ici qu'ils remplissent les valises d'argent. C'est ici que le président Bongo finançait tous les politiciens français. C'est à partir d'ici l'Afrique. C'est à partir de l'Afrique que Kadhafi a financé la campagne de Sarkozy et de beaucoup de dirigeants occidentaux. Donc ils veulent rester dans ça. Et nous disons, ça suffit. Nous ne sommes pas contre les peuples d'Europe. Nous ne sommes pas contre les peuples d'Amérique. Mais nous sommes contre tout peuple qui va soutenir ces dirigeants dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que même si c'est un prophète, même si c'est un Dieu qui venait pour faire souffrir l'Afrique, nous allons combattre ces dieux. Merci.
Merci infiniment à vous, Général Issa Diawara. Alors, doyen Bassili-Ken, je vous donne la parole pour tenter d'apprécier. C'est vrai, l'intitulé du synthé vise, du moins souhaiterait que nous appesantissions sur le cas de la Russie ou ses actions, comme l'avait d'ailleurs, comme le souhaite le Congrès américain, cette décision dénoncée à corps et à cri à chaque fois qu'il a l'occasion d'être sur ce plateau président Bandakane comme étant une décision inique, cynique, mais surtout remplie d'une cruauté à nul autre pareil. Aujourd'hui, on a cette position de la Turquie qui veuille mettre, je dirais pas la France sur le banc des accusés, mais c'est tout con puisqu'elle demande quand même de revoir ses actions et sur le continent africain au lieu de continuer à jeter de l'anathème sur ceux qui veulent apporter une coopération quand même assez sympathique avec les peuples africains. Oui, justement, je voulais dire que pour répondre à votre question, je vais quand même introduire par M. Macron. M. Macron et la France, éternelle, généreuse et civilisatrice, mais prédatrice et filouteuse en Afrique, eh bien, ils sont simplement aux abois. Parce qu'ils savent que l'aube qui s'est levée au Mali va finir par couvrir toute l'Afrique. Et comme la France ne prospère qu'à partir des richesses africaines, eh bien, M. Macron a vraiment perdu la tête. Souvenez-vous, il y a 5-6 mois, je n'ai pas la date exacte, M. Macron a déclaré que avant la colonisation française en Algérie, il n'y avait rien. Ouais, cette question mémorielle qui avait soulevé voilà, beaucoup de débats. Je vous assure. Ouais. Et voilà, moins de 6-7 mois plus loin, il dit aux Algériens, nous allons réécrire l'histoire. Quelle histoire, puisqu'il venait de dire quelques jours plus tôt qu'il n'y a pas d'histoire. Je vous assure, je crois que les oligarques qu'a dénoncé mon jeune, M. Baron tout à l'heure, chez eux, ils ont pris de la graine en plus. L'ambassadeur de France convoque une conférence de presse et il déclare aux journalistes: vous autres Camerounais, ne vous en prenez pas aux Français, à la France. Faites votre introspection. Parce que vous élisez des incapables, un vieillard, un dictateur, et c'est pour ça que tout va mal. C'est bien ce que l'ambassadeur de France a dit. Il n'y a même pas moi. Et M. Macron vient déclarer à Yaoundé qu'il va constituer une commission qui verra si pendant la colonisation française, les Africains ont été maltraités. Je vous dis, la France se réveille enfin pour comprendre que les relations internationales, c'est des relations d'humain à humain, et non pas de patron à esclave, et non pas d'occidentaux à nègres. C'est des relations d'humain à humain. Une fois que vous avez posé un acte positif pour moi et pour mon peuple, eh bien mon peuple vous devient reconnaissant. Non seulement la France n'a fait que maltraiter tout au long de la colonisation. Chaque Africain était tenu de travailler gratuitement pour les coloniaux. Chaque année, il y avait des jours qui étaient déterminés. Gratuitement, j'ai dit. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Et voilà que M. Macron dit, il va créer une commission pour voir si les Camerounais sous la colonisation ont été maltraités. Eh bien, qu'il vienne avec sa commission en Afrique, qu'il vienne en Afrique Média, nous lui donnerons la matière à réflexion. Donc, voilà ce que je peux dire. Moi, je crois que la France a mal à sa situation historique d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de mal qu'on me guérisse. Si les Français s'étaient dit, eh bien, nous retournons vers les gens que nous avons malmenés, que nous avons maltraités, que nous avons assassinés. Et disons, comme il a dit en Algérie, mais ce n'était qu'une parole de circonstance, qu'il faut réécrire l'histoire. Je crois que les Africains auraient compris. Mais tel que c'est parti là,
je suis désolé, déclarer un jour que l'Algérie n'existait pas avant que les Français n'aillent y créer un État dont les Algériens se sont injustement appropriés, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et on peut Oui. comprendre davantage la sortie de Mme Nida qui, dans les propos de Mme Macron, qui Oui. disait notre gaz, comme pour dire que... Voilà, le gaz de dans sa l'Algérie terminologie, est on comprend leur. que le gaz algérien n'appartient, ce n'est pas une propriété algérienne, mais c'est Voilà. une propriété française. Voilà. Alors, moi, je pense que il s'agit que les dirigeants français, hein, nous sommes des hommes, tout le monde peut se tromper. Il s'agit qu'ils s'asseyent et qu'ils viennent vers les Africains. Là, nous pouvons négocier. Contrairement à ce que l'autre, on dit qu'il faut, il y a quoi, qu'est-ce que les Français ont fait? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il est encore là, Monsieur Baron. Je doute très bien. Je souhaiterais que M. Baron réagisse un peu à cette affaire-là, parce que la France-Afrique, ça ne s'est pas arrêté en 1970, parce qu'aujourd'hui encore, les réserves d'or de la France, c'est une partie des richesses africaines. Aujourd'hui encore, l'énergie nucléaire civile que la France vend à tous les pays de la planète, c'est à partir de l'uranium africain. Donc, Monsieur Baron, allez revisiter vos notes et revenez la semaine prochaine, nous discuterons. Très certainement. Président Bandakani, avec vous, je voudrais simplement que l'on puisse apprécier la teneur de ce communiqué, en tout cas de l'ambassadeur de Turquie, qui, disons-le clairement, met donc la France devant sa responsabilité historique sur le continent africain. Non, le communiqué de l'ambassadeur de Turquie en Algérie, c'est de ça qu'il s'agit, pose le problème de la santé mentale de M. Macron. Le docteur Basileki vient de vous rappeler qu'il prend de la graine. C'est un vieux, il est très poli. Il parle de la drogue. C'est-à-dire ces gens-là, ils prennent beaucoup de cam. Au quartier, on dit, ils fument le chanvre. Vous savez, ça peut vous faire rire. Nous sommes très sérieux. C'est-à-dire que vous vous demandez si celui qui l'appelle président de France, il est mentalement sain d'esprit. C'est la question que pose sur la table le communiqué de l'ambassadeur de Turquie. Alors, avant le communiqué de l'ambassadeur de Turquie, nous posons ces questions tous les jours ici. Alors, après on dit que non, vraiment, quand c'est nous... Voilà le diplomate. Vous avez lu le communiqué, vous avez vu les mots qu'il emploie. Vous avez vu les mots qu'il emploie. Mais l'ambassadeur de Turquie à l'Algérie, c'est notre porte-parole. Il est notre porte-parole dans le corps, dans le cercle diplomatique. Et nous on a parlé ici, il a amené ça dans le cercle diplomatique pour voir, mais c'est-à-dire que, est-ce que le type là, il est en train d'inventer, de réinventer une diplomatie? Est-ce qu'il a une santé mentale suffisamment équilibrée pour se lancer dans une telle aventure? Mais c'est pas explicable, en fait. En fait, on ne comprend pas le comportement de M. Macron si on oublie qui il est, c'est-à-dire un petit mondialiste, un petit agent du mondialisme global. Et vous savez que les mondialistes sont des gens déréglés. Les mondialistes sont mentalement déréglés. C'est un fait. Au-delà même du profit, ils n'aiment pas l'être humain. Ils ne comprennent pas l'être humain. Les mondialistes ne comprennent plus l'être humain. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des formes humaines. Ils sont des formes humaines. Parce que justement, on ne comprend pas un tel niveau de détestation de l'être humain. Ils le cachent, ils le disent tous les jours. Tout leur programme, la 4e révolution industrielle, c'est quoi? C'est la haine de l'être humain. Leur idéologie du climat. L'idéologie du climat, là, sa détestation de l'être humain. Les gens veulent sauver la planète en chassant les hommes de la planète. C'est-à-dire que des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous rappelez son logiciel idéologique, vous comprenez le comportement de M. Macron. C'est un déréglé mental. Donc, le rapport de cet homme à la mémoire, vous savez, c'est M. Laurent Wauquiez. Mon ami Baron connaît très bien Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un éminent homme politique français. Il a fait un article, je crois que c'était dans le Figaro, qui avait pour intitulé principal « Monsieur Macron n'a pas d'âme ». C'est un désert d'âme. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit que vous êtes un désert d'âme, ça veut dire que vous n'avez pas d'âme. Hein? Monsieur Wauquiez disait, je cherche, quand je regarde, j'ai réfléchi, j'ai observé cet homme, il n'a pas d'âme. Autrement dit, ce n'est pas un être humain.
Nous, on ne fait que reprendre ce que disent l'élite politique française. Parce que quand on parle ici, on dit, les pros français disent que non, on a insulté quelqu'un. On ne reprend que ce que disent l'élite politique française. Monsieur Baron sur le plateau là, si ce que je dis est faux, il va démentir. Je donne les noms, je donne des références. Ok. Le rapport de M. Macron à la mémoire pose un problème sérieux. Qu'un président tient compte de l'histoire, c'est aussi le rôle d'un président. Il n'y a pas de diplomatie digne de ce nom si on n'intègre pas l'histoire. Tout à fait. Mais le rôle d'un président, ce n'est pas de charcuter les mémoires. Ce n'est pas de laminer les mémoires, de les dépecer. De faire éclater les mémoires en morceaux en fonction de ses fantasmes. Et c'est la spécialité de M. Macron. Il dit partout où il passe, il a pour seul programme une commission sur l'histoire. Partout où il passe, au Rwanda, partout où il passe. Et quand vous regardez les commissions, les rapports des commissions de M. Macron, chaque fois qu'il crée une commission, l'histoire réelle, il laisse sa peau. C'est-à-dire qu'après ces commissions et leurs rapports, l'histoire n'existe plus. Parfait, non. C'est dangereux de s'amuser avec la mémoire des peuples. On ne joue pas avec ça. Sauf si on est un petit criminel. Ce monsieur va en Algérie. Avant de partir, c'est lui qui a dit que l'Algérie, n'est-ce pas? Écoutez bien, le pouvoir algérien vivait sur une rente mémorielle. Oui. Il y a le pouvoir de... Vous savez ce que ça veut dire? C'est que le pouvoir algérien vit sur une rente mémorielle. Vous savez ce que ça veut dire? C'est extrêmement violent. Et c'est lui après qui vient vous dire, ok. Il dit... Et c'est la même personne qui a dit, le 23, qui a dit, la colonisation est un crime contre l'humanité. Concernant toujours les relations franco-algériennes, il était en visite en Algérie. Vous vous souvenez? Lors de la première campagne, sa première campagne, vous vous souvenez? Il est allé en Algérie, il a dit, la colonisation est un crime contre l'humanité. Il dit, d'un mandat à l'autre, il change. Il vient, il dit, le pouvoir algérien vit sur une rente mémorielle. Mais quand vous recevez un type comme ça, et qui vient encore s'asseoir, vous faites son cinéma qu'il fait là, vous demandez certainement quel est son équilibre mental. Il a un problème. La conception qu'il a de la politique, M. Macron, c'est-à-dire, c'est les gens qui font croire que la politique autorise tout. Une conception satanique de la politique les amène à croire que la politique, cette idée de la politique autorise tout. On peut tout se permettre. Non, non, non. Il s'agit des pays, il s'agit des peuples. Quand vous n'avez pas de la hauteur, pour d'abord, quelqu'un qui vous dit que les Africains ont un problème, les femmes accouchent trop. Qu'est-ce qu'il peut comprendre d'un peuple? Non, 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 on va aller terre à terre. Hein. Quelqu'un qui vous dit qu'il s'assoit dans une tribune où il fait semblant de réfléchir, dans un discours où il prend même des grands airs. Il se fait appeler progressiste, il prend des grands airs. Il dit que le problème de l'Afrique, c'est que les femmes ont 7, 6, 7, 8 enfants. Et vous, un type comme ça, hein, oublions le fait qu'il n'a jamais fait d'enfant. Il ne sait pas ce que c'est. C'est vrai. Et choix volontaire, il ne sait même pas ce que c'est. Hein? Laissons le fait qu'il est le plus petit de sa prétendue famille, le plus petit. Mais quand quelqu'un, Fabrice Dôme, a de tels rapports à des civilisations, à des peuples, il ne peut pas conduire les relations entre les peuples, entre les nations. Il ne peut pas incarner une diplomatie digne de ce nom. Voilà pourquoi partout où il passe, c'est le chaos. Partout où il passe, c'est la division. Partout où il passe, c'est la guerre. Partout où il passe, il crée des problèmes. Partout où ce monsieur passe, il crée des problèmes. Parce que lui-même, il a un problème. Il a un problème. Alors, monsieur Baron et le peuple français, vous devez gérer ça. Vous devez gérer ça. Donc, le rapport de M. Macron aux questions de la mémoire s'inscrit dans le projet mondialiste, justement, de démanteler ce que la diplomatie russe appelle, n'est-ce pas, l'ADN des civilisations.
et donc l'ADN de l'humanité. Les mondialistes détestent ça, parce que tout ce qui fait plonger l'être humain dans des racines profondes et lui donne de la solidité. Les mondialistes veulent remplacer ça parce qu'on appelle la data civilisation. La civilisation des données algorithmiques. Vous ne comprenez pas ce monsieur si vous oubliez ces données-là. Voilà son arrière-fond. C'est ça qui explique son comportement. Et il s'amuse avec ça. Il joue avec ça aux États-Unis. Hein? Son frère George Soros, ce petit bandit international, avec les bails de démocratie. Il joue avec ces choses-là. Il joue avec ça, il s'amuse avec ça. Il invente les Black Lives Matter, il joue avec ça. Et évidemment, tout à l'heure, l'excellente démonstration de notre ami Jawara. Une leçon de civilisation à ces gens. Ou encore, alors nous parlons aujourd'hui, est-ce que les Français reculent? Ils ont peur de quoi? Ils veulent maintenant créer les ambassadeurs au LGBT. Vous n'avez pas suivi ça? Ils veulent créer, la diplomatie française est en train d'inventer les ambassadeurs dédiés au LGBT. Donc, en fait, l'Union européenne et la France, ils veulent désormais affecter ça dans des pays. Donc vous allez désormais recevoir les ambassadeurs dans votre pays. Quel est son rôle? Il est chargé de faire la promotion des LGBTQU+, machin. C'est saloperie et c'est bêtise. Les gens vont coucher avec les animaux. Les êtres humains normaux laissent la femme que nous on connaît. Ils laissent la femme pour aller coucher avec des chats, des chiens, avec des serpents. Et on appelle ça valeur de civilisation. Et ils osent nous envoyer ils disent qu'ils vont désormais envoyer les ambassadeurs. Donc désormais quand tu vas t'asseoir, on va te dire que non, il faut aussi recevoir un ambassadeur LGBT. Jusqu'à quand l'Afrique va tolérer ça? Ce sont les enjeux de demain. Et ils appellent ça progressisme. En fait, c'est le satanisme et la destruction de l'humanité. Mais ils appellent ça progressisme. Et Macron, voilà les intérêts idéologiques qu'il porte, mon cher Fabrice. Donc vous comprenez très bien que quand on laisse de côté les enjeux domestiques de cette visite, Linda l'a bien cité, la question du gaz, la question des visas, elle a bien soulevé ça. Quand on met ces enjeux-là de côté, les questions même géopolitiques, parce qu'il est aussi allé là-bas, Jawara nous a rappelé ça, pour aller supplier pour que l'Algérie joue un rôle dans le dossier malien, parce que l'Algérie est un partenaire influent du Mali, avec qui elle partage 1300 km de frontières, c'est pas un jeu. C'est un allié solide du Mali. Hein? Et quand on connaît les relations du Mali avec la Russie, donc il y a tout ça qui entre en scène, n'est-ce pas, dans cette visite. Mais l'élément, c'est la relation de ce monsieur à la mémoire, qui a dit, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que désormais, l'enjeu de l'avenir, c'est, et ils l'ont dit eux-mêmes dans leur discours, les États de civilisation vont se rencontrer. Et on espère que au choc des civilisations, à la guerre des civilisations, aura lieu le dialogue des civilisations tant souhaité par les esprits les plus éclairés depuis très longtemps, pour bâtir cette civilisation de l'universel dont a parlé le grand maître Cheikh Anta Diop dans son œuvre éponyme Civilisation et barbarie, synthèse de tous ces travaux. Ben, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est ça les enjeux de l'avenir. Quand l'Union européenne vous parle tous les jours de leurs valeurs, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tous ces gens, regardez les démocrates américains, tous ces gens, dans la conduite de leur démarche géopolitique, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Les valeurs. Les valeurs, ils mettent tout en avant les valeurs. Vous allez voir, un criminel comme Joe Biden, en plus sénile, va se mettre à vous dire que non, c'est la lutte de démocratie contre les autocraties. Ils mettent toujours ça devant. Et comme vous savez, en Afrique, beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils entendent le mot démocratie, ils jouissent debout, ils deviennent comme ils entrent en extase. C'est-à-dire que ce sont des moyens pour mobiliser les peuples contre eux-mêmes. Et c'est là qu'il s'agit contre eux-mêmes, les valeurs. Or, ils ont quelles valeurs? C'est quoi ça? C'est quoi la démocratie? Il y a une démocratie en Europe. Il y a une démocratie en Europe. Des gens... M. Baron nous l'a dit. Qui est M. Baron? Non, mais je dis alors, les gens vont aux Nations Unies. Mais attendez, les gens vont aux Nations Unies. C'est ça la démocratie, non? Au Conseil de sécurité. Pourquoi ces membres ont le droit de veto? Pourquoi on nie? Même quand on fait l'élection, même la structure du Conseil de sécurité, il y a 15 membres, n'est-ce pas? Ils sont élus, hein? Mais tout ça est coiffé par 5 membres qui détiennent le veto. Ça s'appelle quoi ça?
On s'appelle quoi? Qui a autorisé ces membres-là à être la conscience de l'humanité? Ils ont même que, ils dépassent les autres avec quoi? Si on va aller loin. Et à l'intérieur, vous avez la communauté internationale, autoproclamée, créée comme ça de toutes pièces, sans aucun statut légal, ils ont créé ça. Pour encore, ça dit, comment on dit au quartier, énerver les gens. Dicter encore leur volonté. Comment peut-on démocratiser, vouloir démocratiser la périphérie d'une structure et maintenir le centre même de la structure dans la dictature? Ça s'appelle quoi? C'est quel monstre ça? Mais ce sont les valeurs-là qu'on met en avant. C'est à cause de ces valeurs qu'on va détruire le Mali. Ils ont que seul argument. C'est un pouvoir illégitime. Il n'a pas été élu. Mais derrière ça, il y a quoi? Une entreprise la plus crapuleuse d'aller voler, tuer, violer un pays, voler ses ressources. Et on masque ça derrière l'habillage, n'est-ce pas, des valeurs démocratiques. Incarnées par les gens comme von Leyen. Ursula von Leyen. Une corrompue, une faussaire à tout point de vue. Elle dit vraiment, elle dit politique à tout point de vue. Mais qui nous donne des leçons de valeur? Elle viendra parler à nos dirigeants. Elle viendra narguer les pays africains en disant que l'Union européenne a des valeurs. Vous avez des valeurs et vous avez la commission, une balade matin comme Ursula von Leyen. Quelqu'un qui suit même sa biographie. Elle tue ses diplômes. Chassée dans les mains pour corruption. Elle atterrit à la présidence de la Commission européenne. Et elle donne des leçons. Elle parle avec les Africains sur un piédestal. Pourquoi? Nous avons des valeurs démocratiques. Nous défendons les droits de l'homme. Mon œil. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ces choses? Qu'est-ce que l'Occident connaît des droits de l'homme? Qu'est-ce que l'Occident connaît de la démocratie? Ce sont des enjeux. Quand M. il se déplace, l'armada qui est derrière lui, c'est quoi? Il y a derrière cette arrogance qui fait qu'on est placé sur un faux piédestal, qu'on incarne la démocratie. Oh, ce sont des tueurs, ce sont des États, ce sont des criminocraties démocratiques. J'ai appelé ça comme ça. Ce sont des criminocraties démocratiques. Alors, si une criminocratie peut être démocratique, mais que les Européens aient là-bas au village. D'accord. Qui laisse là-bas au village, ils vont faire. Moi, j'ai pas besoin de. Si des criminocraties peuvent être des démocraties, c'est leur histoire, mais il y a un problème. Je termine avec un enjeu majeur de cette visite. Oui. Monsieur Macron a débouché en Algérie, comme il débouche partout, avec dans la délégation la diaspora. Partout il part. Il ramasse la diaspora du pays, qu'il visite, il met dans l'avion. Alors, il vient narguer les dirigeants du pays. Mais il dit que non, il est pragmatique. Hein. Moi, je suis pas Marine Le Pen. J'ai promu les gens, j'ai promu les Noirs dans le Parlement, les populations de couleur dans le Parlement. Dans mon gouvernement, il y a les gens de couleur. Donc, je suis, c'est pas un raciste, je suis un cosmopolitain. Si cher Rachel Mbembe, les gens comme ça, je suis un cosmopolitain, j'aime toutes les races. Il met ça dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'enjeu de la binationalité conçue comme telle par les mondialistes et les impérialistes? Qu'on le comprenne bien. Nous comprenons très bien que les circonstances de la vie et de l'histoire amènent nos frères qui sont hors du continent à avoir souvent la situation d'emprunter les nationalités parlons comme ça, de situation, parlons comme ça. Ça arrive, c'est pas ça le débat. Mais quand les dirigeants occidentaux récupèrent ça à des fins géopolitiques, et quand ils viennent dans vos pays, ils viennent vous diviser, ils viennent avec la 6e colonne de la diaspora, ils mettent dans l'avion, ils viennent vous naguer. Quel est venu au Cameroun? Il a ramassé la Chine Mbembe, il l'a mis dans l'avion. Vous venez faire quoi? C'est quoi? Et la diaspora qu'il a créée à lui, pour venir vous diviser. Donc il y a une réflexion sérieuse, Fabrice Dom, que nous devons élever en Afrique. J'ai dit, mais elle est sérieuse et urgente, pour maîtriser non seulement les dimensions géopolitiques de ces sujets-là, mais leur dimension opérationnelle et gouvernementale dans la lutte géopolitique qui est en train de prendre un autre niveau, n'est-ce pas, sur la scène internationale, pour qu'on n'ait plus à supporter dans nos pays, n'est-ce pas, les errements d'un Tintin comme ça qui vient se placer et dire n'importe quoi devant les gens. D'accord. Merci à vous, Président Bandakani. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit autour de ce sujet assez large, tant les pans d'exploitation sont assez vastes. On dit tout de même merci, Madame Linda Larbaoui, Issa Diawara Sylvain Baron, qui était avec nous via Zoom.
Le doyen Basiliken, merci infiniment, président Madakani, continentalement, mondialement, panafricanement. Merci pour toutes ces précisions. On dit merci à toute la partie technique. Ce n'est que la première partie du grand débat panafricain. La seconde avec Aboubakar Mouchili qui recevra Madame Yvette Simone Bagbo, l'ex-première dame, qui est notre invitée dans un peu moins de 30 minutes. Elle reviendra sur sa vision politique. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent.